Vive la République et vive la France. Vive la République et vive la France. Vive la République, vive la France. Et vive surtout la République LCI, toujours avec Roselyne Bachelot et avec nos débatteurs. Nos débatteurs, et ça a cogné pendant la première heure d'émission et ça va continuer pendant la deuxième heure avec Danielle Simonet, oratrice nationale de la France Insoumise et conseillère de Paris, et Sébastien Ley, qui est entrepreneur et chercheur associé à l'Institut Thomas More. Il y a également Michel Cotta qui est avec nous, la journaliste, écrivain, écrivaine, comme vous voulez. En tout cas, son dernier livre s'appelle Quelle histoire, car Je le secret. recommande, c'est très très bien. 2016-2017. Dans l'actualité, ça ne nous a pas échappé hier, les déboires du Front National, déboires bancaires, avec une charge de Marine Le Pen contre ces banques, en particulier une banque qui est la Société Générale, qui veut fermer les comptes du parti, et Marine Le Pen était particulièrement remontée. On va l'écouter. J'en appelle à tous les Français qui, quelle que soit leur opinion, sont des défenseurs de la démocratie. J'en appelle aussi aux autres partis politiques à qui j'écrirai, qui demain seront peut-être victimes, eux aussi, à raison de leur prise de position de cette fatwa bancaire. Nous sommes en présence d'une tentative d'étouffement d'un mouvement d'opposition. Et il est du devoir de tous les démocrates de ne pas l'accepter. Est-ce que vous pensez que cet appel peut être entendu, Michel Cotta ? Non, je ne pense pas que tous les Français se préoccupent vraiment, se sont levés ce matin en se disant... Pas tous naturellement, mais bon, quelques-uns peut-être. Alors, moi, franchement, j'ai besoin de davantage d'informations qu'on n'a pas. C'est-à-dire, a priori, je trouve qu'une banque ne refuse pas ses clients. Il en a le droit. Peut-être que Sébastien... Alors, est-ce qu'il en a le droit ou pas? Est-ce que c'est assimilable? Bon, mais alors, est-ce qu'on justifie? Est-ce qu'on justifie pas? Dans ce cas, est-ce que la banque peut présenter... Voilà, on peut dire, ah, mais il y a des impayés, ou on est toujours en retard, enfin, etc. Mais je trouve que, dans l'état actuel de nos connaissances, je trouve anormal qu'une banque ferme ses crédits à un parti, même au parti Qu'est-ce qui se passe techniquement dans cette histoire de refus on vire un client, quoi? Effectivement, essayons de préciser les termes du sujet. D'abord, il n'y a pas de refus d'ouverture de compte ou de refus de prêt, c'est bien la fin d'une relation commerciale qui existe depuis 30 ans. Le Front National a un compte avec la Société Générale, mais aussi avec d'autres banques. Pour des raisons strictement bancaires et pas politiques, c'est ce qu'a précisé, c'est ce qu'a voulu dire la Société Générale. D'abord, la Société On le voit sur ce tweet de la Société Générale, en réaction à la conférence de presse, en matière d'ouverture et de fermeture de compte, son nature exclusivement bancaire, dans le respect des exigences, aucune considération politique. Premièrement, d'abord, la Société Générale a parfaitement le droit de se retrancher derrière le secret bancaire, de ne pas communiquer sur la question au grand public. S'agissant maintenant du Front National, il y a ce que nous a répondu son avocat Jean Veil, qu'on a appelé ce matin. Et s'agissant du Front National, il y a fort à parier, ça c'est mon hypothèse, que le Front National connaît déjà la cause de la clôture. Il y en a deux possibles. La première, en droit bancaire, c'est ce qu'on appelle la dégradation de la relation commerciale. Concrètement, c'est quand vous ne payez pas vos intérêts, votre prêt, ou que vous êtes à découvert, c'est une raison pour une banque, du jour au lendemain, à nous tous, de fermer le compte. Oui. La deuxième raison, et c'est là peut-être mon hypothèse, c'est quand une banque repère des mouvements frauduleux sur vos comptes, elle doit saisir la cellule Tracfin. Et dans ce cas-là, non seulement elle a la possibilité, mais en réalité, elle a l'obligation, pour échapper à toute forme de responsabilité juridique, d'abord de fermer le compte et ensuite de lancer la procédure avec Tracfin. C'est peut-être ce qui se passe, c'est une hypothèse. Rappelez-vous que la Société Générale a été très dure sur ce sujet. En 2016, elle a fermé les comptes en France de plusieurs diplomates russes à la suite des sanctions. Elle a fermé également les comptes de banques russes en France auprès de la Société Générale. On sait que dans le cas du Front National, il y a eu un prêt qui est venu de Russie, de la part d'une banque. De 9 millions 100 000. Exactement, pour la campagne présidentielle. Il suffit par exemple que cette banque ait été concernée par exemple par des sanctions internationales ou par une enquête de Tracfin pour que par ricochet, la Société Générale se voit obligée de fermer le compte du Front National. Donc il peut y avoir de bonnes raisons à la fermeture du compte. Mais Danielle Simonet, il y a aussi derrière cela une stratégie de victimisation de Marine Le Pen. Oui, alors moi je dirais deux choses. Premièrement, évidemment que ça n'est pas aux banques de décider de notre représentation démocratique. Ah oui. Donc il est important... Ça doit être dur de défendre les banques pour vous, Danielle Simonet. Non mais justement, je ne veux ni défendre les banques, ni défendre le Front National. Mais même vis-à-vis... financement des partis. Voilà, mais même vis-à-vis de mon pire ennemi politique, de choses l'une, soit le Front National est considéré comme un parti interdit parce qu'il est contraire à la République, soit il est autorisé et doit être traité comme tous les autres partis. Moi ce que je constate, c'est que le Front National est dans une mauvaise passe financière, moins 538 000 € par an en moins
pendant 5 ans du fait de la chute des voix aux élections législatives. Mais bon, c'est le même cas pour le PS et pour les Républicains. Alors peut-être pour terminer, est-ce qu'il y a un soupçon sur certains fonds et donc une enquête de Tracfin qui fait que la Société Générale... On ne le sait pas pour l'instant. Il y a quand même un problème de l'opacité du système bancaire qui se retranche derrière le secret bancaire et qui fait que du coup, on ne peut pas savoir ce qu'il en est. Maintenant, le Front National est très mal placé pour dénoncer l'oligarchie financière. Je rappelle quand même que Philippe Péninck, proche de Marine Le Pen, était quand même celui qui a ouvert le compte en Suisse de M. Cahuzac. Alors, c'est vrai que cet argument de la victimisation dont vous parliez, Roselyne, c'est évidemment l'argument numéro 1 qui est servi aujourd'hui par les opposants au Front National. Écoutez notamment le député de La République En Marche, Bruno Bonnell, interrogé hier à l'Assemblée. Le député LERM qu'on entendra tout à l'heure, peut-être qu'on peut entendre aussi, qu'on entendra tout à l'heure Valérand de Saint-Just, qui était le trésorier du Front National, qui l'est toujours, oui, mais qui était sur LCI hier et qui a expliqué qu'il n'y avait aucun problème bancaire, qu'il nie absolument qu'il puisse y avoir des difficultés bancaires. Et les soutiens, en revanche, du Front National, enfin soutiens, eux aussi se mobilisent, notamment sur Internet. Il y a un hashtag qui a été lancé. On va écouter Valérand de Saint-Just, donc le trésorier du Front National, se défendre hier sur LCI. C'est de la tartufferie, parce que depuis hier matin, la Société Générale, on le sait par vos confrères dignes de foi, sort quelques éléments en disant voilà pourquoi on les a mis dehors. Non remboursement de crédit, c'est de la foutaise. Ils nous ont pas accordé le moindre centime de crédit depuis 2013. Sébastien Lay, est-ce que le Front National se défendrait comme ça s'il avait quelque chose à se reprocher? Valérand de Saint-Just, il sait s'il y a un problème bancaire ou pas. Oui, il y a un sujet aussi qu'il n'aborde pas, qui est que sur le prêt pour la présidentielle, normalement, la moitié doit être remboursée par l'État, c'est la règle, sauf que les comptes de campagne de Marine Le Pen d'avril dernier n'ont toujours pas été validés. Et donc, bien évidemment, s'il y a un risque, une suspicion de la part des banques de non-remboursement par l'État, alors là, la structure financière... Dépasser le plafond des dépenses, elle doit être remboursée de 50% des frais engagés. Normalement, mais s'il n'y a toujours pas de validation des comptes de campagne et le moindre doute, étant donné la structure financière du Front National, vous avez 30 millions d'euros de dette, donc ça va bien au-delà de la campagne présidentielle, et de moindres recettes du fait d'un score moins important que prévu aux législatives, eh bien, c'est toute la structure financière du Front National qui est peut-être défaillante à l'heure actuelle. Michel Cotin. Oui, moi j'en reste à ce que je demande. Je demande qu'on ait des raisons qu'on comprenne. Alors je veux bien que les banques puissent ne pas communiquer, mais je trouve ça une erreur maintenant dans ce cas-là, parce que après, je veux dire, c'est toujours difficile de ne pas défendre le Front National, mais si la banque ne leur prête pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils empruntent à qui? À des banques extérieures. Alors c'est ça justement qu'on leur reproche. C'est vraiment difficile. C'est pour ça que notamment des banques russes. Oui, notamment des banques russes. Alors, moi, ça pose au-delà la question du financement. Je crois qu'on ne peut pas accepter ça comme ça en disant c'est comme ça, circuler, il n'y a rien à voir. Mais donc ça pose bien la question à la fois du secret bancaire et à la fois du financement des partis politiques. Après, la Société Générale, si elle a envie de faire plus blanc que blanc, ça serait quand même pas mal qu'elle rembourse les 2,2 milliards d'euros qu'elle doit quand même depuis l'argent public qui avait été accordé par l'État sur l'affaire Kerviel. Qu'elle rembourse, alors, la Société Générale. Sur cette affaire du Front National, on va donc écouter maintenant Bruno Bonnell, député. Il est de retour. On est malheureusement dans une situation où si c'était une entreprise comme toutes les autres, combien de fois elles auraient pu porter plainte sur des problématiques avec leurs banques. Donc arrêtons de faire du tout politique. La Société Générale prend une décision, c'est la sienne. Des banques, il y en a beaucoup et je pense qu'elle n'aura pas de difficulté à retrouver des banques. Un peu une habitude de se victimiser pour le Front National, comme si ils étaient alors en fonction des saisons. Ils sont à la fois la principale force d'opposition et ils ne peuvent pas trouver une banque. C'est pas très sérieux. Enfin, il y a aussi des manières d'emprunter. On a vu que Marine Le Pen avait emprunté au micro-parti de son père, qui s'appelle Cotelec, elle avait emprunté 6 millions d'euros. Et qu'elle justement parce qu'elle n'avait pas la possibilité bancaire de faire... qu'elle n'avait pas la possibilité bancaire. Il y avait aussi un mécanisme assez bizarre qui avait été fait, rappelez-vous, avec le micro-parti Jeanne. Où il va y avoir prêté de l'argent. Le procès est bientôt d'ailleurs, normalement. Exactement. On surfacturait, on vendait aux candidats du Front National un kit de campagne très très cher. Et ensuite, le candidat du Front National s'endettait pour évidemment
évidemment payé ce kit de campagne qui lui était ensuite remboursé. Alors il y avait un système de tuyauterie financière comme quoi, même quand on n'a pas de banque, on peut très bien s'en débrouiller. Mais c'est justement peut-être du fait de cette gymnastique financière incessante que le parti est de plus en plus honni par les banques. C'est ça, sans doute. Mais ça vous paraît inimaginable, Michel Cotta, d'imaginer que les banques aient un réflexe de sorte de front républicain contre le Front National? Franchement, ça fait rire même. Ah oui, moi, je ne vais pas être à la place de Daniel Simonin pour attaquer les banquiers. Oui, les banques. Mais François Bayrou, j'ai les mêmes difficultés il y a quelques années. J'ai pas l'impression. Ouais, en plus, là, c'est quand même, c'est pas un placement difficile. Ils savent comment et quand. Alors, les comptes de campagne ne sont pas homologués, bien sûr. Enfin, les banques ne peuvent pas avoir peur là-dedans. Ils ont peut-être peur de quelque chose, d'un trafic. Vous parlez de trafic, mais pourtant, je veux bien. Ce sont des arguments qui portent et qui sont entendus. Regardez par exemple cette réaction sur Twitter de quelqu'un qui nous regarde et qui nous dit si les banques jettent dehors un parti politique sans raison, au niveau démocratique, ça pose problème. Déjà que le FN a dû emprunter en Russie. S'il n'y a pas de raison, effectivement. S'il n'y a pas de raison, moi, il ne faut pas le deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils nous disent il y a un secret bancaire, on ne vous dira rien. Voilà, ça, c'est pas supportable. On comprend aussi que la Société Générale, s'il y a véritablement un problème, ne soit pas là à tenir communiqué sur les problèmes du Front National. Enfin, il y a quand même une relation entre une organisation, une personne privée ou une organisation, une relation de confidentialité avec son banquier. C'est quand même le minimum. Jamais en public. Mais il y a un problème avec ce secret bancaire et le secret des affaires. Il y a un problème. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il faut sur ce coup, il y a un problème. Communication. Une transparence sur ces éléments-là. Je veux dire, c'est pas possible. Est-ce que vous préconisez, par exemple, de changer la loi? Parce que le fait de se faire liquider par son banquier, d'ailleurs, ça intéresse tout le monde et pas seulement. Ça peut arriver à tout le monde. En l'occurrence, la loi, c'est que la banque n'a pas absolument pas justifié, n'a pas à avoir une bonne raison pour vous liquider. Est-ce que Daniel Simonet... Il me semble qu'il faut quand même, il faut soit pour nos remboursements de dettes, soit pour raison morale avec des soupçons quand même de fraude. Enfin, je pense qu'il faut appliquer la loi. Vous savez, sur la question des banques, si on appliquait la loi, on pourrait leur retirer la licence, on devrait pouvoir leur retirer la licence bancaire quand elle planque dans les paradis fiscaux, parce qu'on a vite tourné la page du scandale des Paradise Papers. Mais je veux dire, oui, il y a beaucoup de choses à faire sur la question des banques. Ça, ce sont des arguments que pourrait servir aussi Marine Le Pen contre les banques pour essayer de retourner les choses, renvoyer dos à dos, quoi. Mais je pense que ça n'est pas aux banques de décider de notre représentation démocratique et qu'il ne doit pas y avoir deux poids, deux mesures. Maintenant, nous n'avons pas les éléments sur cette affaire pour l'instant. Personnellement, je pense qu'il faudrait en fait réduire le poids des banques dans le financement des partis politiques en France. Il y a d'autres leviers qu'on peut actionner. Emmanuel Macron a été capable de lancer son parti, ou nous, citoyens, il y a quelques années, avec de grands donateurs. Il y a une limite fixée à 7 500 € par an. On pourrait augmenter ce plafond-là. On pourrait autoriser certaines personnes morales aussi, entreprises ou think tank, à participer. Là, vous revenez sur le financement par l'État des partis politiques. Attention au lobbying. Mais attention, parce que là, c'est encore pire, pardon. Mais c'est encore pire, parce que vous ne trouvez pas un parti à l'extrême gauche ou à l'extrême droite qui prendra du fil. Non, vous ne trouverez pas un parti, alors à ce moment-là, de l'extrême droite à l'extrême gauche, qui ne trouve pas des prêteurs. Par exemple, vous éliminez presque les mouvements très minoritaires. Parce qu'on voit très bien comment Emmanuel Macron... Personne n'en donnera d'argent. Mais il y a des mouvements qui n'arrivent pas à se financer à l'heure actuelle. Oui, justement, donc il y a bien un financement public. Donc le financement public des partis politiques est nécessaire. On peut être contre ou pour. Moi, je trouve qu'il est nécessaire. C'est plutôt une avancée par rapport à ce qui s'est passé avant. Mais il vient en complément de ces sources de financement, dettes et banques, ou alors fonds propres que vous levez auprès de donateurs. Ça peut être de grands donateurs, comme dans le cas d'Emmanuel Macron, mais ça peut être aussi des cotisations. S'il y avait plus de gens... Encore une fois, aucun petit parti n'aura un donateur. Aucun parti plus petit n'aura des donateurs, mais il n'a pas non plus de prêt bancaire, et comme il n'a pas de prêt bancaire, il n'a pas de... Là, vous excluez complètement du champ politique. Il est conditionné aux résultats que vous faites aux élections. Il y a une plus grande inégalité encore. Il doit y avoir une obligation faite aux banques, notamment quand vous êtes candidat. Moi, je veux dire, j'étais candidate aux élections législatives. C'est vrai que c'est pas si simple, et j'ai vu que mes différents
camarades candidats, c'était pas si simple de pouvoir obtenir un prêt bancaire. Et c'est une sacrée épreuve. Or, normalement, il faut garantir les conditions de l'exercice de la démocratie et il doit y avoir une obligation des banques de jouer leur rôle. Le rôle des banques, c'est de prêter de l'argent. C'est pas de se faire de l'argent sur le dos des autres. Ce que pourrait faire l'État, d'ailleurs, s'agissant de la relation avec les banques, c'est d'amener des garanties sur les prêts, notamment sur les prêts personnels qu'un certain nombre de candidats doivent souscrire pour financer leur campagne. Là, l'État pourrait amener une garantie à ce prêt-là. En tout cas, le hashtag « Je quitte l'ASG » est en train de monter sur les réseaux sociaux, hashtag de soutien évidemment à Marine Le Pen, repris notamment par Nicolas Dupont-Aignan, qui était aux côtés de Marine Le Pen pour le second tour de la présidentielle. Scandaleuse démocratie, dit-il, où les banques ont droit de vie ou de mort sur les partis politiques. Hashtag « Je quitte l'ASG ». Il faudrait peut-être un tout petit moment de prudence, d'attendre... Oui, voilà, on a dit ce que j'ai dit au début de notre conversation. Attention, voilà. On va avoir plus d'infos. On va attendre aussi d'en savoir un peu plus sur un autre sujet qui est celui du rapport d'Emmanuel Macron avec les maires. Il doit s'exprimer cet après-midi et vous suivrez ce discours sur LCI, discours pour la clôture du congrès, du 100e congrès de l'Association des maires de France qui se tient en ce moment à Paris. Vous savez qu'il y a un certain nombre de sujets difficiles, de tensions entre l'exécutif et les élus locaux. Alors, Emmanuel Macron essaie de faire des séances de caminothérapie depuis qu'ils sont arrivés à Paris. Il les a même reçus hier soir à l'Élysée. Enfin, une partie d'entre eux. Parce que les mettre 36 000 oui, 36 000, c'est beaucoup. Ça va être difficile dans la cour de l'Élysée. Il y en avait près de 1000 et déjà, c'était compliqué. Ça a été un peu la foire d'empoigne pour l'apercevoir. Certains maires ont même eu l'impression qu'on les avait pas vraiment pris au sérieux. Ça a été contre-productif, semble-t-il, qu'on les avait pas pris au sérieux. Pour certains, en les amadouant avec quelques petits fours. Écoutez, par exemple, cette petite phrase du maire de Saint-Étienne. Lui, il a eu l'impression de rejouer hier soir une nouvelle version d'un film très connu. Écoutez, c'est un sentiment étrange hier soir. On avait un peu l'impression de participer à un dîner de cons, pour tout vous dire. Les maires ont un peu le sentiment d'être pris pour des François Pignon hier soir. Parce qu'être invité à l'Élysée, c'est toujours un honneur, bien entendu. Mais ne pas voir celui qui vous invite, ne pas pouvoir échanger avec lui, on ne l'a pas vu. Ça m'avait pensé un peu, vous savez, aux auditions du pape au Vatican. Il y avait 3 antichambres avant de pouvoir arriver là où il recevait, mais nous avons été très peu à pouvoir sans doute l'approcher. Alors, opération pas totalement réussie, Daniel Simonet. Oui, non, mais écoutez, Macron ne va pas pouvoir cacher longtemps ce qu'il est en train de faire, et tous les maires sont au courant. Monsieur Macron se vante que pour la première fois, il n'y aura pas de baisse brutale des dotations de l'État aux collectivités. Ouais. Mais la vaste blague, enfin très mauvaise blague, c'est pire ce qui va se passer. Parce qu'en plus de la suppression des contrats aidés, en plus... Non, il n'y a pas de suppression des contrats aidés, il y a diminution. Donc suppression de nombre de contrats aidés. Non, mais vous dites dans les collectivités. Des contrats aidés, il faut dire les choses. Vous allez voir. Vous reprochez de ne pas utiliser les choses, les bons adjectifs. 120 000 contrats aidés supprimés, je veux dire, c'est un plan social sans précédent. Décidé par François Hollande, oui. La baisse des APL avec l'obligation de baisse des loyers de la part des bailleurs sociaux, ça va être très dur pour le logement social. Mais surtout, il met en place une contractualisation avec les collectivités qui va finalement être le même mécanisme que celui de la Troïka vis-à-vis de la Grèce. C'est-à-dire, attention, vous êtes obligé de réduire vos dépenses de fonctionnement à 1,2%. Vous devez réduire votre recours à l'emprunt si vous voulez escompter avoir des dotations qui, de toute façon, seront moins importantes. Ça veut dire qu'on remet en cause la souveraineté des collectivités et la libre administration des collectivités. Donc c'est un principe républicain fondamental à lequel il s'attaque. J'adore cette France où on demande à tout le monde de respecter des normes, des règles, de faire des économies, de faire des réformes structurelles. Et toutes les fois qu'on essaye de limiter... Il n'y a plus personne. Alors, il n'y a plus personne. Bon, oui, parce qu'il est en train de donner 9 milliards aux plus riches. Laissez-la parler, Michel Cotta. Je pense tout de même que le fait que les municipalités soient incitées à regarder de près si elles leurs dépenses, je trouve ça tout à fait naturel. Je trouve tout à fait naturel c'est pas par hasard si on s'aperçoit que le personnel municipal a été multiplié par je ne sais pas combien de temps. 400 000 agents supplémentaires. 400 000 agents supplémentaires, bon, c'est pas possible. C'est pas possible aussi. C'est-à-dire qu'on peut récuser tout le système, si vous voulez, mais à un moment donné, peut-être qu'on a intérêt à réduire la voilure. Et donc, il faut bien passer par quelque part. Pour aller quelques chiffres, pour aller dans le sens. Quelques chiffres pour aller. Attendez, au-delà des questions de service public, quelques chiffres peut-être pour aller dans le sens de ce que vous dites, Michel. Ça fait plusieurs
plusieurs années, par exemple, qu'on incite les communes à se rassembler. On sait qu'il y a beaucoup de communes en France, sans doute trop. Regardez quand on compare avec nos voisins européens. C'est assez spectaculaire. Il faut savoir que la France concentre à elle seule 40% du nombre de communes de toute l'Union européenne. Il y en a 35 500 en France, 12 200 en Allemagne et moins de 600 au Royaume-Uni. Et regardez l'évolution. Ça fait des années qu'on dit il faut se regrouper parce qu'il n'y a pas forcément d'avoir des mairies partout. Regardez les chiffres. On est passé en un an de 2015 à 2016. Alors oui, un petit effort, mais enfin, franchement, c'est marginal, Sébastien Ley. Ouais. Une entreprise, quand on lui demande de faire des efforts, on les fait davantage que ça. Personne ne niera la nécessité de demander des efforts d'économie ou un foyer. Personne ne niera la nécessité de demander à tout le monde, y compris aux communes, des efforts en matière budgétaire. Mais quand même, quand on est l'État, encore faut-il commencer par la dépense publique, la dépense centrale, parce que l'an prochain, la dépense publique va continuer d'augmenter de 0,7%. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Non, il faut commencer là où vous avez un véritable levier d'action. Quand vous êtes un chef d'entreprise, vous commencez d'abord au siège, par diminuer le gras, et vous ne commencez pas à demander à la petite filiale sur le terrain de faire des économies. Mais ce n'est pas des petites filiales sur le terrain. Il est en train de s'attaquer à la partie la plus simple, la plus facile, la plus aisée d'un point de vue électoral, puisque bien évidemment, il n'y a pas beaucoup de maires en marche. Ils sont plutôt, si on regarde les élus locaux, de l'opposition de droite, et donc il commence par l'aspect le plus facile. Donc oui, les maires ont raison de résister. Avec la caisse de résonance des maires. Et depuis 6 mois... Et depuis 6 mois, le pouvoir d'Emmanuel Macron est un pouvoir essentiellement centralisateur et jacobin. C'est pour ça qu'il y a eu ce problème avec les maires et qu'il est obligé maintenant de faire un petit peu de caninothérapie. Alors, au-delà de ces sessions de réception, il n'a pas raison. Le discours, il a raison maintenant d'essayer de revenir, mais sur le principe, non, il n'a pas raison de faire porter l'essentiel de la correction budgétaire sur les maires. Ce n'est pas là où vous avez les marges. La correction budgétaire, faut-il encore la moduler parce que c'est plutôt de la moindre dépense que des véritables économies. Mais au niveau central, ça continue à augmenter. Alors, oui, mais la centralisation, elle existe déjà par le fait que le transfert vers les collectivités territoriales, le transfert de l'État vers les collectivités territoriales, c'est 100 milliards d'euros. C'est tout à fait considérable. Et que d'ailleurs, les maires qui brament pour avoir plus d'autonomie demandent aussi plus de dotations. Mais comment voulez-vous, quand on demande des dotations, on demande aussi de la vérification. Et que c'est vrai, on l'a vu particulièrement dans les dépenses de fonctionnement, alors que l'État a fait un effort justement dans ses dépenses de fonctionnement, et quand on voit dans la fonction publique d'État territorial, mais le dérapage dans les dépenses de fonctionnement est considérable. Puis on peut dire infime de 8 milliards d'euros de plus l'an prochain. Oui, enfin, il faut bien prendre les choses par un bout, et je trouve qu'il ne faut pas les prendre contrairement. Si vous demandez plus de dotations, vous allez encore faire moins d'économies. Contrairement à ce que vous dites, je ne trouve pas que ce soit un peu ce qu'on donne aux maires, les subventions aux régions, etc., soit des dotations, soit complètement, là aussi, transparentes. Bon, on sait très bien qu'il y a des économies à faire et qu'elles ne sont pas des économies de bout de chandelle et qu'il faut bien commencer par quelque part. Alors... on peut dire, je suppose que vous allez me dire que l'État doit assurer, etc. Bon, on est d'accord. Un tweet qui va dans le sens de ce que dit Michel Cotta. Un tweet qui va dans le sens de ce que dit Michel Cotta, si vous le voulez bien, un internaute téléspectateur qui nous dit cette fronde des maires contre le gouvernement, elle prouve surtout leur refus de devenir de vrais gestionnaires capables de mutualiser et de faire des partenariats. Daniel Simonet. Alors moi, je voudrais réagir parce que vraiment, ce gouvernement est en train d'organiser un énorme hold-up dans les caisses de l'État. 9 milliards quand vous cumulez les mesures sur l'ISF, sur la flat tax, sur le CICE. 9 milliards qui sortent des caisses de l'État et on demande aux collectivités qui ont déjà subi les politiques d'austérité, de baisse des dotations de continuer d'aggraver. Vous avez dit tout à l'heure, les entreprises font d'ores et déjà un effort. Non, pas du tout. Vous avez une explosion des dividendes aux actionnaires. J'ai utilisé l'analogie de l'entreprise pour dire quand il faut faire des économies en entreprise et qu'on dit à partir de maintenant, il faut, on a moins de budget, les économies elles sont d'une autre ampleur que ce qu'on a vu tout à l'heure sur la réduction des communes. S'il y avait le même niveau de dette et de déficit dans une entreprise, les mesures seraient autrement plus drastiques. Sauf que les choses sont liées. Les choses sont liées, d'accord ? Parce qu'aujourd'hui, les grandes entreprises captent énormément d'aides de l'État et ont leurs dividendes versés aux actionnaires qui explosent. Les collectivités locales, elles, par contre, c'est sur elles que repose 70% de l'investissement dans ce pays. Et justement, le développement économique et bon nombre de développements d'emplois dépend justement des politiques menées par les collectivités locales. Cette histoire du chantage à la dette... Le clientélisme, ça existe.
forme du chantage à la dette est totalement inacceptable. Vous savez pas parce qu'il y a des par l'Union européenne. Et c'est une catastrophe. Si vous voulez engager la transition énergétique, vous avez besoin de dépenses publiques. Si vous voulez lutter contre les inégalités sociales, vous avez besoin de services. Pourquoi est-ce que l'investissement est fait par les villes? C'est parce qu'il y a une décentralisation qui a fait que l'État a donné aux communes, aux départements et aux régions le pouvoir d'investissement et a fait pour cela 100 milliards de dotations. Donc c'est l'argent de l'État, des contribuables. C'est l'argent de l'État qui est donné pour investir. Et c'est ensuite les maires qui coupent les rubans. On va pas pleurer. Attendez, c'est tout. Ça sort toujours de notre poche. Ça vient toujours du contribuable. Justement, puisqu'on parle du contribuable, l'un des motifs de grogne principaux de la part des élus, c'est la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des foyers fiscaux français. On apprend en lisant ce matin Le Parisien que le gouvernement pourrait bien aller encore plus loin et supprimer en réalité la totalité de la taxe d'habitation. C'est une piste que Bruno Le Maire avait déjà un petit peu évoqué. Il semble que ça pourrait se préciser, même si ça n'est pas vraiment d'actualité concrète maintenant, demain, a dit ce matin Christophe Castaner. On écoute Christophe Castaner là-dessus. À terme, il ne faut pas exclure la possibilité de le supprimer. Avant la fin du quinquennat ? Ça n'est pas prévu aujourd'hui. C'est vraiment pas un sujet prioritaire. Le sujet prioritaire, c'est la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des Français. Alors, il fait attention, surtout que ça coûterait évidemment très cher. Ils ont dit qu'ils remboursaient... compensaient à l'euro près. La suppression de la taxe d'habitation pour 80% des gens, ça coûte à peu près une dizaine de milliards d'euros. Et si on supprime les 20% qui restent, ça fait à nouveau 9 milliards à trouver. Ça vous paraît être une bonne idée, Sébastien Ley ? D'abord, pourquoi se pose-t-il la question ? C'est parce qu'il y a un petit risque d'inconstitutionnalité, de rupture de l'égalité des citoyens devant l'impôt. Les Républicains a déposé un recours et donc, ça peut être une manière de sortir cette aporie en disant que, par exemple, à l'horizon 2022, pour un second quinquennat, on étendra la mesure à 100% des gens. Et dans ce cas-là, il n'y a plus de rupture d'égalité devant l'impôt. Mais non, le problème, c'est un problème budgétaire. Il faut trouver 9 milliards. Je vous rassure, sur ce quinquennat-là, c'est parfaitement impossible. Les marges de manœuvre sont déjà très difficiles, très fines. Même la suppression de la taxe d'habitation, on a dû en fait l'étendre sur 3 années, en priant pour que le cadrage macroéconomique tienne, c'est-à-dire qu'on ait 1,8% de croissance par an chaque année pendant 3 ans. On en reparlera d'ici 2 ans, mais nous verrons bien si déjà sur ce quinquennat, ils arrivent à aller à la fin de cette réforme. Bon, alors... Pour l'instant, ça me paraît une projection. Plus globalement, la nécessité d'une réforme du financement des collectivités locales et en particulier des communes, parce qu'on a vu se superposer des dispositifs avec des dégrèvements qui sont donnés par les communes et qui sont ensuite remboursés par l'État. Il y a des dépenses transférées. Tout ça est devenu un méli-mélo où plus personne ne se reconnaît, où on voit qu'il y a des dotations qui sont données parce qu'elles reprennent des historiques, par exemple, qui font que ce sont des communes riches qui reçoivent parfois plus de dotations que des communes pauvres. On voit que la base sur laquelle sont fixés les impôts locaux relève d'évaluations cadastrales ça pourrait changer, ça. Je pense qu'il y a des choses à faire. Il faut réformer quand même les enfants. La véritable fin de cette réforme à un horizon 5 ou 10 ans, c'est la réforme des bases locatives. On en a parlé pour la taxe d'habitation. C'est un peu technique comme ça, mais ça peut faire beaucoup de bruit, cette histoire. De toute façon, si on ajoute quand même à mon tableau, oui. Voilà, ça va apporter mon assentiment à ce que vous dites. C'est vrai qu'il faudrait aussi aller voir, il y a des couches, des strates superposées, parce que les municipalités, c'est juste un petit bout de l'ensemble. Le département, la région, etc., c'est vrai. L'argent. Et les intercommunalités. C'est des lasagnes, même à ce niveau-là. On ajoute les métropoles. C'est vrai qu'on ne sait pas. C'est vrai qu'à un moment donné, quand même, on ne sait pas où va l'argent. On ne sait pas où va l'argent. Et on ne sait pas qui fait quoi. Sur un principe important, selon moi, c'est la progressivité de l'impôt. Or, le problème des impôts locaux, c'est qu'ils ne tiennent pas compte de ce principe-là. Donc, première injustice totale. Deuxième injustice totale... On vient de supprimer la taxe d'habitation. Écoutez-moi. Deuxième injustice totale à laquelle ne s'attaque pas du tout le gouvernement, c'est que vous êtes dans une commune avec des gens qui vont avoir peu de revenus, vous avez d'autant plus besoin de mettre en place des politiques de services publics. Et résultat, vous vous retrouvez avec les villes où les impôts locaux sont les plus élevés, c'est souvent les villes où la population
est la moins favorisée socialement et a le plus besoin de politiques publiques. Voilà. Donc, au lieu de faire une révolution fiscale qui tient compte de ce principe de progressivité... Vous êtes pour un impôt sur le revenu local ? Moi, je suis pour qu'on fasse une vraie révolution fiscale, déjà sur l'impôt progressif, qu'on mette en place 14 tranches, de l'impôt sur le revenu, pour qu'il y ait une vraie continuité. Et je suis pour aussi, bien sûr, qu'on applique la question de la progressivité sur les impôts locaux. Parce que là, c'est pas possible. Mais surtout, la volonté de M. Macron, à travers la suppression de la taxe d'habitation et la façon dont il crée cette contractualisation avec les communes, c'est de supprimer ce principe constitutionnel important pour nous en République, où les 36 000 communes, c'est la première base de l'exercice de la souveraineté du peuple, c'est de remettre en cause cela. Il ne faut pas en finir avec ces 36 000 communes, Michel Cotta ? Vous savez, c'est tellement longtemps qu'on le dit. Oui, je pense que d'ailleurs, je pense que d'ailleurs, les communes ont souvent assez d'intelligence pour procéder elles-mêmes à des regroupements de communes. Oui, mais ça rajoute on a vu les chiffres tout à l'heure. Ça rajoute une couche ça rajoute une couche du millefeuille et ça ne résout rien. L'intercommunalité. Mais alors, 35 000 communes. Bon, après tout, je me rappelle qu'un grand dirigeant de la Ve République disait à un moment donné, après tout, ça fait 35 000 maires heureux, c'est très bien, des petits conseils municipaux, c'est parfait. Vraiment, parce que leur métier est si difficile. Ils se battent quand même pour le devenir. Je crois que de toute façon, on ne peut pas dire, comme vous avez dit tout à l'heure, que c'était prendre les économies par le petit bout de la lorgnette. Je pense que c'est quand même une source, que l'organisation territoriale de la France est une source de dépenses complètement structuralisée. Vous avez des collectivités territoriales qui arrivent à maîtriser leur budget, à l'inverse de l'État. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Sébastien Ley, cette histoire un peu technique dont vous parliez tout à l'heure de base locative? Pourquoi ça concerne vraiment les gens qui nous regardent? Eh bien, ça concerne tout simplement la valorisation de leur maison, du cadastre. Tout ça n'a pas été remis au goût du jour depuis des décennies. Vous avez de nombreuses injustices. Donc, il faudrait commencer par mettre à plat ces bases locatives, reprendre toute la fiscalité locale. Et ça changera beaucoup sur la taxe foncière. Exactement. C'est très important. Et même sur la taxe d'habitation, qui était même sur la taxe d'habitation, en tout cas, ce qu'il va en rester sur les 3 prochaines années. Et ça pourrait être l'opportunité aussi de se poser la question, justement, aussi des mécanismes institutionnels et des sources de financement des différents niveaux de ce fameux lasagne que vous mettez en évidence. C'est la fameuse histoire, vous vous souvenez, dans l'impôt sur la fortune, sur la personne qui a une maison à l'île de Ré, et qui se retrouve à l'imposition qui est au RSA et qui se retrouve avec un impôt local qui va être même pire avec l'IFI. Voilà. Qui est la réforme de l'ISF sur la fortune, puisque puisque ça reste, avec les valeurs immobilières restent seules. Le discours au maire. Pas uniquement, vous avez aussi les véhicules de placement immobilier, vous n'avez pas que l'immobilier physique en fait. Le discours d'Emmanuel Macron, ce sera donc cet après-midi au maire Porte de Versailles, vous pourrez le suivre en direct sur LCI, mais en attendant, sur LCI, c'est Bachelot, voici l'heure de l'ordonnance. Eh oui. Et oui, il y a des films catastrophes, Julia. Et donc, je vais vous donner aujourd'hui quelques conseils pour survivre après un crash politique. Alors, je ne dis pas que ça marche à tous les coups, parce qu'il y a des crashs dont on ne se remet pas. Je pense que Benoît Hamon a sombré corps et biens avec le Parti Socialiste, par exemple, Alain Juppé. Je ne pense pas que la révélation d'un déjeuner secret avec Macron il y a quelques heures, enfin, le déjeuner date de 3 semaines déjà, ne sorte de l'indifférence. François Bayrou revient à l'Élysée, mais mélangé avec 1000 maires, donc c'est pas très valorisant. Mais alors, je vais donc donner quelques conseils pour se sortir d'un crash. Première possibilité, se raccrocher à une star internationale, à la popularité incontestée. C'est ce qu'a fait Nicolas Sarkozy en rendant visite aux eaux de Beauval à Mini Wangzi, le panda né aux eaux de Beauval, d'un papa qui s'appelait Wangzi, d'une maman Wan. Comment il s'appelle, redites-nous. Alors, il s'appelle Mini Wangzi. On ne l'a pas encore baptisé. Et il porte donc le Mini, nom de son papa, c'est un petit garçon. C'est la femme du président chinois qui décide le prénom. Tradition. La femme du président chinois. Et donc, en tout cas, la femme du président, qui est la marraine de ce petit panda, va venir dans une quinzaine de jours. Donc, au passage, Nicolas Sarkozy lui a grillé la politesse. Donc, première possibilité. Deuxième possibilité, faire parler de soi
en bien, mais plutôt en mal par ses copains. C'est ce qui vous permet de rester dans l'actualité. C'est le cas de François Fillon, avec 2 livres qui sont sortis, Déflagration de Patrick Stefanini, qui était son directeur de campagne, et Chronique de l'Ancien Monde, et PAF, par Gérald Darmanin. Alors, oui, évidemment, c'est pas très valorisant, mais ça vous permet de rester dans l'actualité. Et puis, 3e possibilité, ne pas hésiter à se couvrir de ridicule pour faire parler de soi. Je vous conseille le match d'aujourd'hui avec Ségolène Royal en Laponie, avec quelques photos absolument gratinées et une menace qui ne doit pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Je ne suis pas à la retraite, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Je pense que Nicolas Hulot doit être frigorifié. Il y a une petite vidéo en plus avec, je vous la recommande tout spécialement, de Ségolène Royal sur un traîneau tiré par des chiens, comme ça c'est vraiment drôle. Voilà, je peux pas dire autre chose. Un mot peut-être sur Michel Cotta, sur ses livres qui concernent donc François Fillon. On a pu lire les bonnes feuilles d'ores et déjà, c'est vraiment passionnant. C'est vraiment passionnant, mais alors moi, ce qui me stupéfait en premier, c'est que quelqu'un d'aussi boutonné depuis des années, pas boutonneux, que Patrick Stefanini, on peut pas dire qu'il met ses tripes sur la table le tout directeur le temps. De campagne. Là, je dois dire qu'il se laisse aller, quoi. Là, il raconte un certain. Il balance là pour. C'est sa catharsis personnelle. J'en ai lu que des extraits, c'est déjà assez impressionnant. Alors plus important que ça, c'est qu'il y a un livre politique tous les jours qui sort. Le nombre de livres politiques, je parle en connaissance de cause puisque j'ai fait la même chose, mais le nombre de livres qui paraissent en même temps sur la politique. Alors au début, c'est vrai que les éditeurs se disaient la politique quand même continue à intéresser. Et puis là, ils se demandent si il n'y a pas trop d'offres pour une demande déliquescente. Parce que oui, mais enfin, c'est très intéressant. C'est vrai que cette profusion montre bien, en tout cas, que les Français restent toujours un peu politiques, mais jusqu'à quel point, et en tout cas, est-ce qu'ils pourront rendre tous les éditeurs heureux? N'en suis pas sûr. Succès de librairie. Ségolène Royal en Laponie, vous allez lire Daniel Simonet? Le match, ça vous intéresse ou pas? Écoutez, il est possible que j'ai d'autres lectures avant, voilà. Sébastien Ley. En termes galants, ces choses-là sont dites. Je ne lis pas de livres politiques. Pour continuer à exister en politique? Ouais, et puis je ne lis pas de livres politiques. Ah bon? Non, plutôt de l'économie. Je préfère être actif en termes d'initiatives citoyennes. Oui, d'accord, nous ne donnez pas des leçons de morale, c'est quand même intéressant. Non, mais il n'y a pas de jugement moral dessus. Je préfère simplement lire du roman ou de l'économie ou de l'histoire et peu d'essais politiques. À la France Insoumise, on s'intéresse beaucoup à l'éducation populaire et là on incite beaucoup de militants à faire des conférences gesticulées plus que des ouvrages complémentaires. Exactement, des conférences gesticulées, c'était par là-dessus, c'était bien la conférence gesticulée. Ça a gesticulé ce matin dans La République LCI, ça a inspiré ce téléspectateur qui nous a envoyé ce petit message en forme de gif comme on dit, c'est-à-dire la vidéo comme ça qui se répète. Voilà. C'est un Grosminet un petit peu nerveux pendant son petit-déj visiblement. Allez, merci beaucoup à tous pour être venus dans La République LCI ce matin. Bien sûr, on se retrouve demain, 10h midi.